Nous ouvrons désormais la dernière séquence de ce rendez-vous Paris-Mat en accueillant Monsieur Denis Robin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la mer et vous avez souhaité, pour clore cette édition des rendez-vous Paris-Mat, vous emparer finalement de la question des jeunes et du monde maritime. Et pour cette séquence, vous échangerez avec deux jeunes professionnels de l'assurance maritime, Laura Legois, gestionnaire sinistre marine chez Allianz. Bonjour. Bonjour. Et Jean Delapasse, chargé clientèle chez Sautier-Verlingue. Bonjour. Bonjour. À vous la parole. Merci beaucoup. Nous souhaiterions dans un premier temps remercier le secrétaire général de la mer de sa présence dans le cadre de cet atelier de clôture et de nous donner donc l'opportunité de lui poser quelques questions sur la capacité des pouvoirs publics d'accompagner les acteurs du monde maritime dans leur réponse aux enjeux et défis que comportera le monde maritime de demain. Les jeunes du maritime que Laura et moi représentons aujourd'hui donc s'interrogent un peu donc, sur ces différents sujets. Donc la France, qui possède la zone économique exclusive parmi les plus importantes du monde, est un espace maritime donc, incontournable à l'échelle mondiale. La remise en place d'un ministère de la mer au mois de juillet l'année dernière semble donc s'inscrire dans un projet d'accompagnement peut-être un peu plus ciblé des activités maritimes françaises. Nous comprenons néanmoins que le secrétariat général de la mer est rattaché donc au cabinet du Premier ministre. Donc, première question, pourquoi cette distinction et finalement, quelle est la mission du secrétariat général de la mer? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le secrétariat général de la mer est une institution qui commence à prendre de l'ancienneté. Nous avons 25 ans. Alors 25 ans à l'échelle de l'État français, c'est rien du tout, mais ça commence malgré tout à compter dans nos institutions. Pourquoi est-ce qu'on a créé à l'époque un secrétariat général de la mer? C'est parce que finalement, il n'y a rien de plus interministériel que la mer. La mer, c'est un objet incroyablement pluridisciplinaire qui interroge de très nombreuses politiques publiques. Et le Premier ministre de l'époque a considéré qu'il fallait auprès de lui un petit service, nous ne sommes pas très nombreux, pour assurer pour son compte et sous son contrôle la coordination de toutes ces politiques publiques maritimes. Il y a aujourd'hui une douzaine de ministères qui, à un titre ou à un autre, s'occupent de la mer. Alors, la ministre de la mer, évidemment, c'est l'objet même de son ministère. Mais évidemment, le ministère de l'économie et des finances, la ministre de la transition écologiste, le ministre des Transports, tout ça, ça ne surprend pas. Le ministère de la Recherche, avec la tutelle de l'IFREMER, notre grand organisme de recherche. Mais des ministères beaucoup plus inattendus. Par exemple, vendredi, à la fin de cette semaine, je vais inaugurer un bateau avec la ministre de la Culture, puisqu'il s'agit du bateau du service de recherche d'archéologie sous-marine. La ministre de la Culture a un département sous-marin. Le ministre du Travail, l'INPP, l'Institut national de la plongée professionnelle, est sous la tutelle de la ministre du Travail. Donc, vous voyez, une douzaine, une quinzaine de ministères qui s'occupent de la mer. Et le secrétariat général de la mer, il est là pour le compte du Premier ministre, pour faire de la synthèse, de la coordination, pour vérifier que les arbitrages du Premier ministre sont bien respectés et pour faciliter la prise de décision. Merci beaucoup. Et donc, en effet, donc, la multiplicité de ces ministères nous montre qu'il y a des problématiques diverses dans ce monde maritime. Et l'une d'entre elles, notamment, est le gigantisme, qui a été évoqué de nombreuses fois durant ces différents ateliers. Et c'est à la fois finalement un défi d'aujourd'hui et de demain, un sujet actuel, on l'a bien vu avec l'Ever Given bloqué dans le canal de Suez. Mais pour ne citer que, donc les porte-conteneurs ont triplé de taille en 20 ans, permettant de réduire certains coûts pour les armateurs, etc. Mais c'est également un sujet de demain parce que, si je ne dis pas de bêtises, les carnets de commandes prévoient des unités toujours plus importantes. On va donc retrouver une multiplicité des entités impliquées sur ces énormes navires, une concentration de valeur, concentration de passagers sur les unités de transport de passagers, forte pollution dans le cadre de sinistres plus importants, difficulté de l'assistance et puis difficulté de l'acceptation sociale.
Donc selon vous, quels sont les grands changements que le gigantisme implique dans le transport maritime et comment se positionne la puissance publique pour anticiper ces évolutions et les risques qui s'y rattachent? Alors, je comprends que le monde de l'assurance s'en préoccupe, en tout cas. Et dans la cartographie des risques du maritime qu'on essaye de tenir à jour, la question du gigantisme arrive en très très bonne place, comme elle doit l'être dans vos propres cartographies des risques. Le gigantisme, il est poussé par une espèce de logique économique qui veut que la massification est source d'économie. Mais elle est aussi source de déséconomie d'échelle. Et on commence sans doute à entrer dans cette zone de déséconomie d'échelle. Moi, ce gigantisme, je le vois se développer dans deux domaines. Le transport de marchandises, avec les porte-containers, vous l'avez dit, et dans le monde de la croisière. Quand je vois des bateaux qui peuvent embarquer entre les passagers et l'équipage plus de 8000 personnes, ça ne laisse pas indifférent. Alors, ce qui inquiète dans cette histoire, c'est que quand on interroge les spécialistes, il n'y a pas de vraie limite technique au gigantisme. Et si demain, pour autant qu'on ait les bassins adaptés, ce qui est une autre histoire, mais si demain il fallait construire des bateaux de croisière ou des porte-containers de 800 ou 1000 mètres de long, techniquement on saurait faire. Donc la contrainte, elle n'est pas là. Mais en même temps, on voit plein d'autres sortes, autres types de contraintes qui apparaissent. La première, elle est chez vous. La question de l'assurance. Est-ce qu'il y a un moment où le gigantisme va dépasser un seuil qui fera que l'objet maritime ne sera plus assurable? C'est une question. Il y a un moment, le monde de l'assurance dira stop, au-delà d'un certain niveau, on ne vous suivra pas. Et ça serait un sacré coup d'arrêt. Deuxième limite, vous l'avez cité, pour nous absolument essentielle, c'est la limite du secours. Un bateau de croisière de plus de 8000 personnes, en grande difficulté, dans une tempête au large, je ne sais pas, je ne peux pas dire que je ne sais pas comment on assure le sauvetage, mais en tout cas, on serait en très très grande difficulté pour assurer le sauvetage d'un tel bateau. Et donc, le niveau des secours n'évolue pas au même niveau que le niveau du risque présenté par ces bâtiments. Et puis, je crois qu'il y a un troisième troisième limite, peut-être encore plus important que les deux autres, c'est l'acceptation sociale de tout ça. Ça nous renvoie justement un peu votre thème, les jeunes et le maritime. Moi, je suis très frappé, dans un pays comme la France, de voir que l'opinion publique commence enfin à s'emparer des sujets maritimes, après les avoir ignorés ou minimisés pendant très longtemps. Mais le prisme d'entrée de notre société dans le sujet maritime est d'abord un prisme de préservation. Préservation des milieux écologiques, préservation des milieux maritimes, préservation de la faune, préservation de la qualité de vie le long du littoral, et pas du tout un prisme d'efficacité économique. Et ça va changer beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. J'avais beaucoup discuté avec les élus de Marseille en 2019-2020 sur les nuisances créées par les bateaux de croisière dans le port de Marseille qui renvoyaient leurs particules et leurs émissions sur les quartiers nord de Marseille. Et je pense que si on n'avait pas rapidement trouvé des solutions comme l'électrification à quai des bateaux de croisière, etc., nous aurions eu une barrière sociale qui fait que la population aurait dit stop au développement de ce type de bâtiment. Ceci dit, ma barrière sociale, elle a quand même une petite fragilité, c'est que je ne suis pas certain que, notamment les plus jeunes générations, fassent bien le lien entre leur mode de consommation et le mode de transport que nous sommes obligés de mettre en place pour la satisfaire. Et tant que les jeunes continuent à exiger toujours plus d'outils électroniques, etc., de changer 15 fois de t-shirt par saison, de pouvoir avoir toujours la dernière paire de chaussures à la mode, etc., je ne suis pas certain que ces mêmes jeunes se rendent compte qu'ils sont en train d'alimenter le système qui génère les dysfonctionnements qu'ils condamnent par ailleurs. Et justement, à ce titre, le fait d'acheter en fait un nouvel
un nouvel smartphone en fait en Chine, ça contribue au gigantisme comme on en vient parler, comme on vient d'en parler, puisque plus il y a de consommation, plus il y a besoin en fait de transporter ces marchandises d'un point A à un point B du globe. Et une des limites que je vois pour rebondir et pour faire suite à ce que vous venez de détailler, c'est la limite environnementale, puisque plus on a de trafic maritime, plus en fait on a un impact de ces navires sur la pollution de l'air notamment. Et c'est là que je voulais en venir sur les émissions de gaz à effet de serre, qui est un enjeu majeur. Alors, ce n'est pas un enjeu très connu du grand public et des jeunes, puisqu'en fait, les enjeux qui sont plutôt connus, ça va être des pollutions assez médiatisées, comme le dégazage sauvage qui a lieu au large de la Corse, mais les acteurs du maritime, et c'est vrai que ça imprègne les interventions de ces derniers jours, ont à cœur de mettre l'environnement au centre en fait, de l'évolution du secteur maritime, et notamment ça peut passer par la décarbonation des navires. Et je prends aussi en exemple, donc il y a les acteurs du maritime, il y a aussi les organisations internationales, et je prends en exemple le 75e comité de la protection du milieu marin qui s'est tenu en novembre 2020 et qui a dégagé des mesures très importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime par la décarbonation des navires neufs, mais aussi par la décarbonation des navires existants. En fait, on entend la mise en place de moyens comme ont déjà été évoqués, comme les scrubbers, le gaz liquéfié naturel, mais on peut aussi penser à d'autres moyens qui sont en cours de recherche et de développement, comme l'utilisation de la propulsion à voile. Cependant, même si les compagnies, même si les acteurs du secteur maritime, et là je renvoie en fait à l'intervention de M. Villanova hier, les compagnies maritimes en fait ont à cœur d'être des acteurs majeurs de la décarbonation, mais ils se confrontent au quotidien à des difficultés et à un certain nombre de défis, tout comme nous, assureurs, qui devons accompagner en fait nos clients dans ce processus de décarbonation, mais aussi adapter nos propres garanties à ces nouveaux risques qui sont liés à la décarbonation. Et j'en viens à la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous, la puissance publique, peut accompagner la transition énergétique dans le secteur du transport maritime des acteurs, donc ce soit les compagnies maritimes et tous les acteurs qui composent le secteur maritime, pour qu'ensemble on atteigne les objectifs de décarbonation qui sont imposés par les organisations internationales, mais aussi par la France. Et selon vous, quels sont les défis que vous pouvez identifier en lien avec la décarbonation ? Vaste sujet. Alors, premier point, moi je suis très très frappé de la prise de conscience de l'opinion publique sur ces sujets-là. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je regarde la télé le soir chez moi, je tombe sur les publicités, on se dit, le spot publicitaire, vu son coût et vu sa durée, il faut des messages hyper efficaces qui parlent tout de suite à l'opinion publique. Donc c'est un bon test pour moi de la perception de l'opinion publique. En ce moment, vous voyez un clip très intéressant pour moi. Vous voyez une petite fille qui voit son père qui rentre avec plein de bouteilles d'eau minérale, qui lui tombe dessus en lui disant « Mais t'es complètement malade avec tes bouteilles en plastique. Est-ce que tu n'as jamais entendu parler du plastique dans les océans ?» Puis, je ne sais pas, elle lui vend une bouteille de soda en verre ou je ne sais pas quoi. Enfin, peu importe la chute Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, des publicitaires qui, eux, ne sont pas des philanthropes, considèrent que la lutte contre l'exposome des océans, enfin l'ensemble des pollutions des océans, est un sujet qui parle fort et de façon efficace et rapide à l'opinion publique. Ça, c'est un bon signe pour nous. C'est-à-dire que la prise de conscience est réelle. Sur le trafic maritime, je me souviens, on a un problème de temps de la décision, avec d'une part des attentes rapides. On veut avoir des effets rapides en la matière, et deuxièmement, le temps d'investissement dans le maritime. Quand vous faites construire un bateau, il est construit pour 20-25 ans. Et donc, ce décalage est difficile à gérer. Moi, je me souviens, lorsque j'ai pris mes fonctions de secrétaire général de la mer, c'était en 2019, il y avait tout un débat auprès des armateurs et de la construction navale pour savoir quel était le bon carburant de demain. Certains disant « c'est pas mûr, on n'en sait rien, vaut mieux continuer avec notre fioul lourd et investir dans des scrubbers ». Il y a ceux qui disaient
les scrubbers, c'est trop provisoire, ça ne marchera pas, il vaut mieux investir tout de suite sur du GNL. Le GNL, ce n'est pas décarboné, mais ça règle au moins le problème des émissions. Puis il y a ceux qui disent non, le GNL, c'est beaucoup trop provisoire, l'énergie de demain, c'est l'hydrogène. Et maintenant, on rajoute, vous avez bien fait de le citer, ceux qui disent il y a le vélique, les voiles, pas de façon unique et autonome, mais en assistance à la propulsion. Et c'est ça qui est difficile, je pense, pour les acteurs économiques. Ils prennent des décisions difficilement réversibles pendant 20-25 ans, parce que c'est très difficile de changer la propulsion d'un bateau en cours de vie, alors que les positions internationales, les positions scientifiques, les positions du monde ne sont pas tout à fait stabilisées sur ce qu'il va faire. Voilà. Alors, sur une voiture, c'est moins grave. Sur un bateau, c'est vraiment très, très, très embêtant. Beaucoup d'armateurs français ont fait le choix du GNL. Et on les a accompagnés. Parce qu'on pense qu'il y aura sans doute une génération de bateaux au GNL avant qu'on arrive à des propulsions à l'hydrogène qui ne sont pas mûres aujourd'hui pour des bateaux tels que ceux dont on parle. La taille des réservoirs qu'il faudrait font qu'on n'y est pas. Donc on a plutôt accompagné ceux qui vont vers le GNL. Mais le gouvernement a des dispositifs d'incitation assez forts à ces évolutions, puisque nous avons mis en place depuis 2019 un surinvestissement assez puissant sur les changements de propulsion et sur l'investissement, sur le verdissement de la propulsion des bateaux, par exemple. Ouais, c'est très intéressant, ça fait partie des solutions qui permettent d'adapter en fait, le secteur maritime aux enjeux environnementaux. Mais excusez-moi, je vous coupe, Laura. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. À un moment, vous citaez le dégazage qui a eu lieu au large de la Corse. Oui, c'est très intéressant aussi de voir à quel point nous sommes dans des phénomènes de surréaction émotionnelle. Bon, c'est un peu un dégazage sauvage. Franchement, c'est scandaleux. C'est quasiment criminel, mais enfin, c'est un dégazage sauvage qui d'ailleurs a touché sans doute un linéaire de côte en Corse, mais pas de façon massive. On n'était pas dans une marée noire. Mais il y a eu une réaction terrible face à ça, parce qu'on disait, ça y est, ça recommence, les pollutions, les hydrocarbures, etc. Mais les mêmes personnes qui vivent une telle émotion sur un dégazage sauvage ne se rendent pas compte de tous les dégâts causés par un transport maritime mal régulé. Par exemple, quand on parlait des scrubbers, vous savez qu'il existe deux sortes de scrubbers, les scrubbers ouverts et les scrubbers fermés. Les scrubbers fermés qui recyclent lui-même en attendant d'une arrivée dans un port les fumées, le scrubber ouvert qui les envoie dans l'eau. Enfin, franchement, le scrubber ouvert, pour moi, il vaut bien un dégazage sauvage. En fait, je pense que la problématique qui se pose, c'est qu'il y a de l'émotion parce que justement, avec les réseaux sociaux et l'émergence de Twitter et d'autres, justement, en tant que jeune, en fait, on a accès plus facilement à l'information. L'information, elle est plus rapide. Parfois, l'information, elle est pas forcément très étayé, et donc en fait sur Twitter c'est quelques mots, et donc finalement quelques mots ne permettent pas de comprendre tous les enjeux qui sont liés en fait à un événement, et donc par exemple la pollution, lorsqu'on voit juste aux médias la pollution, il y a une pollution, ça impacte le tourisme, on ne prend pas en compte et on n'explique pas non plus les autres enjeux qu'il y a autour, et je pense que c'est ce qui émeut en fait, et c'est ce qui permet comment dire, au public d'être beaucoup plus informé, mais ça a aussi ses revers. Mais ça, c'est plutôt un aspect négatif, et moi j'aimerais aussi finir sur le thème de l'environnement sur un aspect plutôt positif, et dans cet aspect positif, je voulais rappeler qu'il faut que l'eau recouvre 72% en fait de la surface du globe, donc en fait l'eau est une ressource très importante, et on peut utiliser cette ressource. Cependant, là où il faut qu'en tant que jeunes on prenne nos responsabilités, c'est-à-dire c'est qu'il faut ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être produites dans le passé et éviter l'exploitation intensive de ces ressources. Notamment, on le voit, la politique publique
à l'envie, une volonté croissante en fait d'utiliser cette ressource qu'est l'eau pour développer par exemple les énergies marines renouvelables, dites EMR. Je vais quand même donner une définition donc, du ministère de la Transition écologique. On dit que les EMR sont l'ensemble des technologies permettant de produire de l'électricité à partir de différentes forces ou ressources, donc justement la ressource l'eau du milieu marin, par exemple avec les énergies hydroliennes par les courants, avec les énergies marémotrices avec les marées, ou encore l'énergie thermique des mers. Donc voilà, avec la mise en place, l'utilisation de ces EMR, mais aussi avec une autre façon d'utiliser et de maximiser l'espace maritime français qui est conséquent, qui va être l'implantation de parcs éoliens en mer. Par exemple, en ce moment, il y a l'implantation d'un parc important de 71 éoliennes en mer au large de Fécamp en Seine-Maritime, qui a vocation de produire la consommation domestique en électricité de 60% des habitants de Seine-Maritime. Donc on voit qu'il y a des solutions positives pour permettre là notamment d'avoir une électricité qu'on dit plus verte. Mais cependant, l'utilisation de ces EMR, elle se confronte à des difficultés et des défis actuels, comme par exemple le partage du territoire maritime, puisqu'on implante des parcs éoliens là où il y a des activités maritimes, je pense aux activités de pêche par exemple, ou alors aux routes de navigation commerciale, mais aussi d'autres défis comme l'impact sur les écosystèmes ou sur la biodiversité marine. Et justement, je voulais vous demander comment la puissance publique appréhende le développement de ces secteurs, donc des EMR, des parcs éoliens et autres, qu'elle encourage, puisque ce sont des solutions plutôt positives, mais qui se heurtent aux difficultés que je viens d'évoquer, avec le partage, les différents usages de la mer, mais aussi la maîtrise de l'impact environnemental. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une petite précision sur quelque chose que vous avez dit. Vous dites... il y a une forme d'immensité de la mer qui couvre 70% de la surface du globe. Mais nous, on est plus prudent que ça. Parce que si vous vous mettez en trois dimensions, la profondeur maximum de la mer, c'est quoi? C'est 10 km. Enfin, la fosse des Mariannes, ça doit être 11 km, je crois, quelque chose comme ça. En moyenne, ça doit être de 2500, 3000 mètres. Donc vous voyez bien que la mer est certes très étendue, mais c'est une nappe à la surface du globe. Et donc la mer est d'une incroyable fragilité. Et il ne faudrait pas qu'on se laisse abuser par cette vision en deux dimensions de la mer. Voilà, il faut toujours corriger notre discours là-dessus. Sur la question de l'énergie, tant que nos sociétés ne seront pas capables de stabiliser, voire dans un deuxième temps, de diminuer ses besoins en énergie, on a besoin de produire. Et nous sommes prisonniers de ça. Et les mêmes qui aujourd'hui dénoncent le développement de l'éolien en mer, j'aimerais qu'ils m'expliquent s'ils sont prêts à diminuer de 20%, 30% leur consommation d'électricité dans les 10 ans qui viennent. Ça, c'est la donnée de base. À partir de là, quel est le meilleur mix énergétique? On veut sortir pour des tas de raisons. On pense qu'on ne peut plus être dans un système de tout nucléaire comme on avait pu imaginer un temps en France. Deuxièmement, et ça c'est une démarche mondiale, on considère que le thermique classique, les hydrocarbures, présentent des risques bien trop importants. Et puis surtout, on sait qu'on touche une limite technique sur l'accessibilité et l'exploitabilité des réserves. Et donc, il faut qu'on mette en place l'énergie de demain. L'énergie de demain, pour l'instant, elle repose essentiellement sur deux composantes. La composante solaire et la composante vent, donc l'éolien. S'agissant de l'éolien, on a d'abord dans notre pays fortement investi sur l'éolien terrestre. Moi, je me souviens, j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, préfet du département du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Mais on commençait à toucher la saturation des paysages, la saturation du monde rural, la saturation... Et il commençait à y avoir des réactions. Investir maintenant dans le domaine maritime, c'est la possibilité pour nous de prolonger cet investissement dans une énergie nouvelle, une énergie sans doute plus respectueuse de l'environnement et de la façon dont on appréhende notre développement économique. Est-ce qu'elle a vocation à être le seul mode de l'énergie demain? Non, sans aucun doute. D'abord parce qu'elle est intermittente,
mais au-delà de l'intermittence, parce qu'on ne peut pas imaginer couvrir toute notre façade maritime de champs d'éolien. Ça n'est évidemment pas ça le projet. Donc le sujet, c'est de rééquilibrer le mix français. Ça se heurte à des tas de résistances. Vous avez raison. Deux sortes d'opposition, parce que à force de multiplier des activités, notamment économiques en mer, on commence à avoir un problème de spatialisation de tout ça et de planification de ces activités. Et malheureusement, on est rentré dans le développement d'un certain nombre d'activités, dont l'éolien, sans avoir suffisamment pris la peine de spatialiser et de planifier avec les communautés maritimes et les habitants du littoral. Donc on le paye aujourd'hui et on a un peu envie de se dire c'est bien fait pour nous. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a des activités qui est quasi historiques. Si vous voulez, les pêcheurs, ils ont été pendant longtemps les seuls acteurs économiques de la mer et c'est difficile pour eux d'accepter que de nouvelles activités d'une autre forme viennent les concurrencer sur cette mer qui était avant tout leur mer à eux. Voilà. Donc il y a tout un travail d'explication à faire. Moi je pense que la filière économique de l'éolien a un gros boulot à faire d'explication des efforts qu'elle fait, parce que tout le monde considère que les travaux d'installation d'un champ éolien, les florages dans le sous-sol sont extrêmement génératrices de nuisances, ce qui est sans doute vrai, mais il faut regarder un parc sur la totalité de son existence. Dernier point, je voulais dire que c'est cette novation de l'éolien en mer a des tas de conséquences qu'on ne maîtrise peut-être pas encore complètement aujourd'hui, et y compris pour vous dans le domaine de l'assurance. Par exemple, la France a pris de l'avance et va sans doute se spécialiser dans ce qu'on appelle l'éolien flottant, donc dans un éolien qu'on peut mettre plus au large des côtes parce qu'il n'est pas figé sur le sol mais il flotte. Quel est le statut juridique d'une éolienne flottante? Mais personne n'y a réfléchi et même moi je ne sais pas bien répondre à cette question essentielle aujourd'hui. Et cette question, elle sera importante pour vous demain, parce que je ne sais pas dans quelle mesure un champ éolien est assuré ou pas assuré, qu'est-ce qui est assuré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Deuxième question qu'on se pose, par exemple, des questions très très concrètes. Quel est le régime juridique que l'on doit appliquer au secours à personnes, aux travailleurs qui sont sur les champs éoliens? Est-ce que c'est les secours aux personnes organisés sur les bateaux, par exemple, avec le service médical d'urgence maritime qui est organisé à partir de Toulouse, ou est-ce que c'est une autre activité économique, mais avec quel secours? Donc vous voyez, c'est intéressant parce que ces nouvelles activités en mer posent des questions qu'on ne se posait pas jusqu'à et qui vont bousculer beaucoup des principes qui organisent aujourd'hui le maritime. Merci. Et donc on a parlé donc de réduire sa consommation. Ouais, on veut réduire sa consommation, mais il y a plein de lumière ici. Hein, donc il y a au moins 2 champs d'éolien là qui sont en train de tourner. On ne sait pas. Et donc, justement, en fait, on a l'impression que le monde maritime tend à se digitaliser davantage et donc à utiliser davantage d'énergie électrique. Et donc, on peut aussi imaginer que la grande évolution ou révolution du monde maritime de demain passera et passe peut-être même déjà par les nouvelles technologies, l'usage des nouvelles technologies. Nous, notre génération a grandi en même temps que le numérique. Et aujourd'hui, par exemple, dans le monde maritime, on peut prendre un exemple un peu extrême, c'est celui du projet des navires autonomes qui commence à prendre un tout petit peu d'épaisseur, qui risque de révolutionner aussi le métier de marin, de se confronter aux conventions internationales telles que la convention SOLAS. Le flou juridique qui entoure actuellement le statut du navire autonome génère donc un certain nombre de problématiques, au même titre que les champs éoliens. Et l'assurance de la responsabilité civile des armateurs de navires autonomes constituera pour nous donc un vrai défi. Un autre exemple, et dans le même temps, des acteurs parmi les plus importants du monde maritime, du marché de l'assurance, de l'informatique et du conseil, travaillent à la mise en place d'un système de blockchain
afin d'automatiser des process plutôt chronophages et gagner en transparence et en efficacité. Et donc ces deux exemples, navire autonome et travail sur la blockchain, nous mettent face à la réalité de plus en plus évidente du risque cyber, du risque numérique. Les sujets de cybersécurité sont d'ailleurs souvent au cœur de l'actualité. Et donc ma question est la suivante. Face à la digitalisation du secteur maritime en cours depuis déjà plusieurs années et qui tend à s'accélérer finalement, comment la puissance publique peut-elle accompagner ces évolutions, adapter le cadre juridique à des technologies et situations inédites? Vous avez raison, c'est sans doute une des évolutions majeures dans la décennie qui vient. Enfin, elle est déjà en cours, mais c'est sûr que le monde maritime ne sera plus ce qu'il est dans les prochaines années du fait de la numérisation. Et d'ailleurs, quand vous regardez la feuille de route stratégique de la filière des industries de la mer, qui tourne autour notamment de la construction navale, il y a le verdissement et la numérisation. Ce sont les deux thématiques fortes de cette feuille de route dont les professionnels se sont eux-mêmes dotés. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses dans les bateaux eux-mêmes et dans la conduite des bateaux, même si je vous ferai remarquer que les choses sont déjà très très avancées. Qui aurait pu imaginer 20 ans en arrière qu'un porte-container de 20 000 EVP n'a à bord qu'un équipage de 20 personnes parce que tout est automatisé. Et parce que, deuxième élément, la conduite du bateau commence d'ores et déjà à se faire de plus en plus à terre. Et les grandes compagnies maritimes ont des centres de commandement qui indiquent la direction, la vitesse optimale du bateau pour optimiser le gain économique du transport. Et le commandant du bateau, dont on a toujours fait dans notre système, dans notre droit, le décideur unique après Dieu et avant le Code civil, est en train lui-même d'être contraint dans les décisions qu'il prend. Il y a un brouillage de responsabilité autour de tout ça qui j'imagine, va avoir des conséquences pour vous demain, pour savoir finalement qui a pris la décision qui a conduit au sinistre. Alors, le bateau autonome, je dirais, c'est la caricature de ce qu'on est en train Exactement. de se dire. C'est-à-dire quand il n'y a plus personne à bord, qui est responsable de la décision? Bon, navire autonome, on n'y est quand même pas encore. Hein. Même la voiture autonome dont on nous parlait il y a plusieurs années, on l'attend toujours. Donc navire autonome, on n'y est pas encore. Deuxième risque que nous fait courir cette digitalisation, au-delà de la dilution des responsabilités, c'est le risque de l'attaque. Dès qu'il y a numérisation, il y a les réseaux criminels qui savent les utiliser. Le maritime n'y fait pas exception. On a eu des attaques, y compris en France. On a eu deux types d'attaques, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu deux types d'attaques. On a des attaques sur les ports, sur la gestion des conteneurs dans les ports, notamment en lien avec des réseaux criminels qui veulent prendre la main sur les réseaux de positionnement des containers dans le port pour faciliter la récupération de marchandises importées frauduleusement par voie maritime. Et deuxièmement, on a des attaques sur des systèmes commerciaux ou d'exploitation de grandes compagnies maritimes qui fait perdre beaucoup d'argent et qui conduit souvent, qui peut inciter des compagnies à payer très cher des rançons pour mettre fin à cette attaque. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'attaques directes sur des systèmes de navigation de bateaux. Mais si on y venait, alors là, ce serait une véritable catastrophe. Alors que fait la puissance publique en France pour lutter contre cela? D'abord, vous savez qu'en France, on a une grande agence nationale de sécurité informatique, l'ANSSI, qui, elle aussi, dépend du Premier ministre et qui est chargée de coordonner la lutte en matière de cybersécurité dans tous les domaines économiques et sociaux de la nation. S'agissant du système du réseau maritime, le constat que nous avons fait avec le directeur général de l'ANSSI et les filières économiques, c'est que tout cela ne marchera que pour autant que les filières elles-mêmes se saisissent du problème et apportent les réponses adéquates, quitte à ce que l'État, bien sûr, les accompagne dans cette démarche et leur apporte une expertise et des moyens. Donc c'est ce que nous faisons.
nous avons créé, en lien avec le cluster maritime français, une agence, qui pour l'instant est une forme associative, l'association France Cyber Maritime, qui regroupe toutes les filières économiques du maritime pour coordonner leurs travaux en matière de cybersécurité. C'est intéressant à plus d'un titre, d'une part parce que ça permet de partager ensemble l'analyse des risques. Deuxièmement, ça permet aux grosses sociétés, vous imaginez bien qu'une société comme Naval Group, pas complètement besoin de l'État pour mettre en place une vraie politique de protection de ces systèmes d'information. Mais ça permet aux grosses sociétés de ce type d'apporter son savoir-faire et son expérience à des plus petites. Et puis troisièmement, ça permet de traiter une faille que nous identifions déjà depuis un moment, qui est la sous-traitance. Même une très grosse société comme Naval Group travaille avec des chaînes de sous-traitance et on ne peut jamais exclure qu'un des intervenants soit passé à travers des filtres et qu'on se retrouve avec une attaque dont la porte d'entrée aurait été le système d'information d'un sous-traitant. Donc nous mettons en place tout ce système en lien avec les professions, ça va prendre du temps. L'État apporte son expertise et apporte des moyens. Mais si cette affaire n'est pas prise très au sérieux et s'il n'y a pas de très gros investissements au stade même de la conception des outils, qu'il s'agisse des bateaux ou des systèmes d'information des compagnies, on se met en très grand risque. On arrive sur la fin de cet échange. Nous avons évoqué plusieurs enjeux. Le gigantisme, la transition énergétique des navires pour tendre vers la décarbonation. On a aussi longuement parlé de tout ce qui est environnement avec le recours aux énergies marines renouvelables. Et enfin, on a terminé sur la digitalisation du secteur maritime. Donc, je pense que ce qui ressort principalement, c'est qu'on voit que le secteur maritime est un secteur qui se transforme, qui se modernise, qui est rapide. Et cela demande des compétences et de l'expertise, vous venez de l'évoquer. Pour obtenir ces compétences et ces expertises, il faut des formations, que ce soit pour les jeunes entrants, mais aussi pour les personnes qui veulent se reconvertir. Il y a sûrement des métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui existeront dans 10, 20, 30 ans. Donc il faut anticiper ces métiers et aussi accompagner l'émergence de ces nouveaux métiers. Le secteur maritime, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, c'est un secteur d'avenir, un secteur passionnant, un secteur qui offre de nombreuses opportunités. Cependant, c'est un secteur qui est assez méconnu du grand public. Et j'en viens à ma question principale, qui va être de savoir comment la puissance publique se positionne dans ses réflexions de transformation des métiers de la mer, et notamment son attractivité auprès des jeunes, mais aussi auprès du grand public, pour permettre l'accompagnement et la transformation du secteur. Alors, vous avez raison. Le maritime se transforme, enfin, les métiers du maritime se transforment plus vite que leur image. Et c'est un gros problème que nous avons à gérer. Je pense que beaucoup de jeunes, et c'est peut-être encore plus important, beaucoup de familles de jeunes ont le sentiment que le maritime, c'est un peu des métiers du passé, c'est beaucoup d'industries lourdes, ce sont des métiers difficiles, avec de très nombreuses contraintes. C'est encore vrai en partie, mais c'est en train de se transformer complètement. Et quand on parle d'industrie lourde ne s'exerce évidemment plus comme elle s'exerçait il y a 50 ans. Et moi, ça m'agace beaucoup quand aujourd'hui, on m'explique qu'on n'arrive pas à recruter des chaudronniers chez Naval Group, parce que quel jeune a envie d'être chaudronnier aujourd'hui ? Alors que si ça se trouve, le gars, demain, il va travailler sur la chaudière nucléaire d'un sous-marin français. On n'arrive pas à faire évoluer nos appellations, nos classifications, nos métiers et la réalité qu'ils représentent aujourd'hui. Alors, les métiers changent complètement dans leurs conditions d'exercice. Je le disais dans la construction navale. Aujourd'hui, on travaille sur de la conception 3D avec des bureaux d'études. Le travail, c'est en bureau d'études beaucoup. Deuxièmement, on voit apparaître des nouveaux métiers qui n'existaient pas, et notamment ce qui me frappe, c'est que dans le maritime, comme dans les autres secteurs économiques, on commence à assister à un envahissement des start-up. Et le maritime tel qu'on l'a connu, avec quelques grandes filières hyper structurantes, appartient peut-être déjà à une image du passé. Les start-up, elles ont une agilité, une réactivité absolument incroyable. J'en ai 2-3 exemples. Dans le domaine de la biologie maritime, vous savez, il y a un chercheur du CNRS
qui a identifié que le verre de sable, qu'on voit tous sur nos plages, avait une qualité incroyable, c'est qu'il a dans son sang une cellule qui est capable de capter l'oxygène quand il est sous l'eau pour qu'il puisse continuer à respirer, même quand il est à l'air, quand la marée a découvert la plage. Et il est arrivé à capter cette molécule et il est en train de révolutionner complètement les transplantations d'organes, la médecine de guerre, etc., à partir de cette molécule. Et donc, il est en train de développer un métier qui n'existait pas jusque-là. Un autre, ça, c'est les startups qui se construisent sur notre complexité administrative, dont je suis un peu responsable, j'en ai bien conscience. Par exemple, je vois des startups qui sont en train de développer des entreprises extrêmement performantes de mesure du bruit sous l'eau ou de l'état zéro d'un espace maritime pour, par exemple, les enquêtes publiques que nous faisons pour la construction d'un champ éolien ou pour mesurer l'impact d'une activité en mer. Dans votre dossier réglementaire, vous devez fournir un état zéro de la zone. Il y a des startups, ça y est, qui ont investi ce milieu et qui savent faire ce boulot de mesure de la richesse de la biodiversité ou de mesure de l'état du bruit en mer. Et tout ça, c'est des métiers absolument performants qui attirent des jeunes très diplômés, des jeunes ingénieurs qui n'ont pas le profil de ceux qu'on voyait traditionnellement dans le maritime. Et je pense que demain, le monde maritime, ça sera un monde de jeunes, un monde de gens très diplômés, très passionnés, qui, à mon avis, chercheront dans le maritime plus un sens à leur vie et à leur action et à leur impact sur notre pays, sur leur mode de vie, sur la société, que la recherche à tout prix d'un profit économique, même si évidemment je comprends bien que ça compte aussi. Hein, voilà. Mais donc je pense que le maritime, demain, c'est un champ d'exploitation incroyable. L'énergie de demain, elle est en partie dans les mers. La circulation de l'information qui est si précieuse, elle est déjà dans les mers. Les câbles sous-marins transportent 95% des flux d'informations dans le monde. Et les ressources de demain, les ressources biologiques, je viens d'en parler avec la médecine, les ressources de la médecine de demain sont dans les grands fonds marins, on en est persuadé. Peut-être que les ressources minérales, les terres rares, les métaux rares qui permettent de faire de l'électronique sont aussi dans les grands fonds marins. Donc l'aventure et l'avenir économique du pays, il est sans doute dans la mer. Merci beaucoup. On arrive sur la fin de l'intervention. Nous voulons déjà vous remercier chaleureusement pour votre présence et pour toutes les réponses que vous avez apportées aux différentes questions que nous avons posées. C'était très intéressant cet échange. Et on voulait aussi, pour conclure, en tant que jeunes, on voulait aussi remercier le comité d'organisation pour nous avoir donné l'opportunité de porter la voix des jeunes dans le monde maritime, qui, comme vous l'avez souligné, est aussi importante par notre présence au rendez-vous Paris Maths. Merci. Salut. Merci à tous. C'était très intéressant, effectivement. Vous avez soulevé de nombreux sujets. C'était effectivement une belle façon de conclure ce rendez-vous Paris Maths. Il ne reste plus qu'à remercier les intervenants qui ont relevé le pari d'intervention pédagogique, technique, concrète, et aussi le public, car on a vu effectivement au fur et à mesure des sessions de plus en plus de questions sur le chat. Donc merci beaucoup. On n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions, mais merci à tous pour votre réactivité. Et les organisateurs du rendez-vous Paris Maths vous donnent rendez-vous fin juin 2022 pour un événement qu'on espère en présentiel. Merci à tous.